Président Vladimirovitch, pourquoi envoyez-vous autant de drones au Danemark? Ils sont fébriles. Arrêtez ça, s'il vous plaît. D'accord, je ne leur ferai plus. Je n'enverrai plus de drones. Ni en France, ni au Danemark, comme à Copenhague. Où est-ce qu'il y en a eu d'autres? Ah oui, et ni à Lisbonne. L'hystérie est à son comble. Vous venez d'effrayer le Portugal en mentionnant Lisbonne, et ils n'ont pas beaucoup d'humour. D'accord. On va dire que c'était une blague. Ah, ce n'était donc pas une blague, mais un avertissement. Non, non. Тогда извините, да. Тогда предупредили, это тоже честно, по-джентльменски, да. Mieux vaut les avertir. Ce moment est tout à fait incroyable. Il joue, on ne sait pas très bien. Il me répète. C'est ce que ça, je vous ai dit hier. Les gens qui disaient que la Russie se trouve à notre lest, et donc on attend les chars qui viennent à Paris via la Pologne et l'Allemagne, vous oubliez que la mer qui est derrière, et que ces drones peuvent venir de la mer, les missiles peuvent venir de la mer. Il y a d'ailleurs, en face de Portugal, il y a le sous-marin qui, soi-disant, est en train de brûler ou de couler ou on ne sait pas quoi. D'ailleurs, on n'a aucune nouvelle de ce sous-marin, il a disparu. Tout ça il va pas si mal. Ça fait quand même pas mal de coïncidences, enfin, sur les mêmes jours. Dans les mêmes endroits. Comment est-ce que vous comprenez cette évolution? On a eu les négations de Peskov en disant c'est pas, etc. Et là, on a Poutine qui se moque en disant oui, c'est vrai, je vais arrêter, je vous jure, je vais arrêter l'envoi des drones. Non, mais je trouve ça assez tragique pour nous. C'est-à-dire qu'effectivement, il se moque de nous. On n'a pas réussi à identifier les drones, à les voir, à les attribuer, et ni à les descendre, à part 3. Et donc là, effectivement, il se moque complètement de nous. Comment expliquer ce ton d'affolement en Europe? Je lis à l'instant les amis italiens qui me disent ça, Rutte, à la télévision italienne sur Rai Uno, qui dit « Nous sommes tous en danger, les missiles russes pourraient frapper Rome, Amsterdam ou Londres ». Pourquoi comprendre ce ton tout à fait? Effectivement, ça contraste alors Poutine qui se moque en disant ils sont excités, et un Rutte, secrétaire général de l'OTAN. C'est pas dans un coin de bistrot. C'est un discours habituel, parce que c'est déjà un discours qu'avait tenu Tony Blair, vous vous en souvenez, sur l'Irak, et les missiles étaient à 45 minutes de Londres. Vous vous souvenez de ce discours à la Chambre des communes, qui avait été repris par aussi les Australiens, etc. Et donc c'est un thème assez habituel, mais lui... Rutte, il a promis à Daddy, c'est-à-dire à Trump aux États-Unis, il a promis à papa que l'OTAN allait passer à 5%, enfin les pays de l'OTAN européens allaient passer à 5% de leur budget, de leur PIB consacré à la défense, donc des sommes énormes. Eh bien, pour inciter les Européens à vraiment le faire, c'est le genre de dire, Rome, Paris et Londres sont menacés directement. C'est un jeu dangereux parce que il faut pas crier au loup si le loup n'est pas patent, si vous voulez. Et je suis pas sûr aujourd'hui que Londres, Rome et Paris soient directement menacés. En fait, Darius, je vais parler plus clairement. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas menacés et que Rutte a encore perdu une occasion de se taire. On vit un renversement inouï. Je rappelle que ce type de propos, il y a quelques mois, était présenté comme narratif russe. On disait dire ça, c'est encourager le narratif russe parce que c'est vouloir affoler les populations. Et là maintenant, ça s'est retourné. C'est le secrétaire général de l'OTAN qui le dit. Poutine nous réveille. Mais attendez, c'est un narratif russe ou c'est pas un narratif russe? Poutine en rigole. Vous avez vu son sourire? En fait, c'est pas de la rigolade, c'est une menace. C'est une menace avec un sourire. Il est crispé, il est crispé et il nous nargue, en fait, en disant que je vous ai prévenu. Ça veut dire que attendez à d'autres choses. Et j'ai beaucoup d'estime pour mon ami Renaud, mais après les 19 drones sur la Pologne, après les drones en Danemark, après les MiG qui violent l'espace aérien de l'Estonie, franchement, vous croyez qu'on ne risque rien? Tout va bien. La Russie, c'est un pays très pacifique qui ne veut pas aucun mal. Déjà, même Merz a dit nous ne sommes pas encore en guerre avec la Russie, mais nous ne sommes plus en paix. Renaud, la réponse là-dessus? Alors, je pense que on sous-estime ou on surestime le danger? C'est ça, au fond, la question. Alors, je pense qu'il n'y a pas de danger ni pour Rome, ni pour Londres, ni pour Paris, mais je pense qu'il y a un danger pour Narva, oui, pour les pays baltes. Et je pense qu'il y a certainement un danger pour la Moldavie. Et je pense qu'il y a certainement, évidemment, il y a surtout un danger pour l'Ukraine. Mais l'Ukraine est capable de tenir les Russes.
Et on parlait il y a 15 jours d'une offensive russe sur Dobropila qui était en train de fonctionner. Ben non, c'est visiblement les Ukrainiens qui prennent le dessus en ce moment. Et Michel Goyard. Peut-être même encercler quelques petites unités russes. Michel Goyard, on surestime ou on sous-estime le danger russe. Je répète, quand on a le secrétaire général de l'OTAN qui va dans les télévisions en Europe, ici en Italie, pour dire nous sommes tous en danger, les missiles russes pourraient frapper Rome, Amsterdam ou Londres. Oui, factuellement, il a raison, bien sûr, mais ça fait. Oui, mais pourquoi le dire Oui, bien sûr, pourquoi le dire? On nous disait, encore une fois, j'insiste, il y a quelques mois, on disait c'est un narratif russe de dire ça, et maintenant c'est le secrétaire général de l'OTAN qui le dit. Mais non, mais c'est une déclaration afin de stresser, voilà. Et stresser, ça peut être positif ou négatif. Quand c'est les Russes qui parlent, en fait, c'est plutôt pour nous paralyser, pour nous menacer, pour nous freiner, etc. Là, dans la bouche de Mark Rutte, c'est plutôt pour nous stimuler, mobiliser, etc. Pour faire effectivement un effort. Je complète la citation. Les missiles russes pourraient frapper Rome, Amsterdam ou Londres à 5 fois la vitesse du son. Oui. Ils ne peuvent pas être interceptés avec nos systèmes antimissiles traditionnels. Ah oui, mais il n'y a rien de nouveau, hein, ça fait des dizaines d'années. Attendez, le secrétaire général de l'OTAN, vous allez dans les télévisions européennes pour raconter ça, c'est quand même, on a l'impression que c'est pour dire qu'il faut prendre au sérieux ce que fait la Russie. Oui, mais il a raison. Encore une fois, c'est du stress mobilisateur. Voilà, on dit, voilà, bougez-vous et faites un effort. Bon, ok, on ne peut pas les reprocher. Et surtout trouver des moyens pour parer à ces attaques, parce que même les patriotes aujourd'hui, parce que les Russes viennent visiblement de découvrir un système, dans leur missile Kincal par exemple, qui au dernier moment, ils changent de direction et donc le patriote ne peut plus les taper. Les Iskander aussi. C'est ce que les Russes racontent, parce qu'en fait les Ukrainiens ont donné les statistiques, ça change tout le temps. Parce qu'il y avait, par exemple, si vous prenez le mois de juin, les Ukrainiens n'arrivaient presque plus à abattre les missiles russes. Au mois de juillet, ils abattaient 100%. Et donc, en fait, vous savez, chacun s'adapte, oui. C'est la course permanente, en fait, d'adaptation. Vous prenez un missile intercontinental à portée intermédiaire, il ne sera pas intercepté. Hein. Vous lancez même avec une charge conventionnelle, comme le Reichsnik, vous lancez sur une ville, il ne sera pas intercepté. Ni la Grande-Bretagne, ni l'Allemagne ne possèdent pas de oui, on ne peut pas les intercepter, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a des systèmes de dissuasion au moment nucléaire. C'est une protection par la possibilité de riposte. Avouez qu'il y a un flou. Et ça fait peut-être partie du jeu, mais vous venez de citer les Oreshnik. Oui. J'entendais beaucoup, notamment vous, Sergei Janov, dire les Oreshnik, il ne faut pas prendre au sérieux. Et je continue. Voilà, pour vous, c'est pas sérieux les Oreshnik. Pour le moment, on a vu un truc un peu bizarroïde au mois de novembre l'année dernière. Depuis, on n'a rien vu. Poutine nous a informé beaucoup de choses, mais en réalité, personne n'a prouvé. C'est bidon. Avec très peu de dégâts au sol dans le cas. Non, je suis d'accord. Le Reichsnik, j'aurais pas dû en parler. En fait, c'est un épiphénomène. Okay. En revanche, ils ont des centaines d'autres missiles intercontinentaux, portée intermédiaire, etc., qui eux fonctionnent qui sont connus depuis longtemps, qui fonctionnent très bien et qui eux peuvent nous frapper incontestablement. Écoutez le ton qui monte de tous côtés et assumé de la part de la France qui dit c'est fini, le temps de l'inertie est fini, nous allons abattre les drones. La France a un peu varié sur le sujet ces derniers jours. Là, elle est extrêmement claire. Il est important de mettre fin à ce qui se passe au Danemark. Il est également très important de mettre fin à ce qui se passe au Danemark. Et pour certains autres pays, parce qu'il est très important d'être clair. Je pense que comme réponse principale, nous devons être plus imprévisibles et maintenir plus d'ambiguïté stratégique, avec des messages très forts. Les drones qui souhaitent violer nos territoires prennent tout simplement un grand risque. Ils peuvent être détruits. C'est aussi simple que ça. Nous ne sommes pas là pour leur donner plus d'explications. Voilà, c'est très important. C'est qui dit, en fait, le président de la République, qu'il faut adapter la dissuasion conventionnelle, parce qu'on en parle de dissuasion conventionnelle, à la dissuasion nucléaire. À la dissuasion nucléaire, on ne dit pas à l'adversaire nos intentions, et on n'a aucune raison de les dire. Vous verrez bien quel territoire couvre le parapluie nucléaire français. Vous verrez bien. Mais on ne va pas vous dire comment on fonctionne, et on ne va pas du tout vous donner nos plans. Et d'ailleurs, on a eu tort, depuis le début de cette guerre, de dire, même si on avait fixé peut-être des lignes rouges avec les Américains, de les faire connaître. Si je peux me permettre, c'est un peu le minimum. Je suis quand même frappé quand on lit mot à mot les drones qui souhaitent violer nos territoires prennent un grand risque. On espère bien. Non, si un drone qui arrive dans le ciel ne prend pas de risque. La vérité aujourd'hui, c'est qu'ils ne prennent aucun risque. Vous savez, depuis le début de l'année. Pardon d'insister, mais disons, on parle d'une puissance, c'est la première puissance de la Terre, la France, qui dit
les drones qui souhaitent violer nos territoires prennent un grand risque. On espère bien, c'est le minimum du minimum. Mais non, on est totalement sur du déclaratif. On ne parle même pas d'avion avec pilote, on ne parle pas d'abattre un avion avec un pilote. On parle d'un drone qui coûte combien ? Entre 10 et 100 000 $, ça dépend. Mais depuis le début de l'année, l'Allemagne a été survolée au moins à 450 reprises par différents types de drones. Ils ont survolé des sites extrêmement sensibles, ils ont survolé la base de Ramstein. Pourquoi une aucun n'a été abattu. Mais non, mais il y a des ordres je suis pas d'accord avec Renaud. D'abord, une première chose, on a une politique qui est pilotée par les événements. Ça, il faut peut-être arrêter. C'est-à-dire, on attend d'être attaqué pour dire tiens, la prochaine fois, on fera ça. Alors qu'on peut parfaitement anticiper et on aurait pu faire le message avant. C'était très facile. Maintenant, non, là où Emmanuel Macron, il confond deux choses. L'ambiguïté stratégique, c'est pour le nucléaire en fait. C'est parce qu'on est très embêté. On ne sait pas très bien quand est-ce qu'on utilisera le nucléaire en premier. Et donc, on maintient ce flou. Mais quand on fait de la dissuasion conventionnelle, c'est l'inverse. Et c'est là, il y a une contradiction dans le discours d'Emmanuel Macron. Il dit, voilà, on va maintenir l'ambiguïté stratégique, mais pour ça, il faut des messages forts. C'est une contradiction. Quand là, il faut tracer en conventionnel, il faut tracer des lignes rouges. Il faut dire, voilà, la prochaine fois, boum, on tape. Tout objet identifié, dangereux, qui passe dans notre ciel, sera abattu. On va pas quand même dépenser. Il faut gérer des messages clairs. 1 million d'euros pour abattre un drone qui en coûte 10 000 Bonne logique. et qui va simplement s'abîmer dans un champ. Sur la Pologne dont parlait Sergueï, en fait, les drones qui arrivaient des Russes ou du Biélorussie se sont tous abîmés dans des champs. Et il y a effectivement eu, on se souvient, le toit d'une ferme qui était frappé. Et ben, elle a été frappée par débris de missiles polonais. Oui, donc, c'est bien le problème, justement. Donc on va pas. C'est bien pour ça qu'on a un problème. Donc si on a effectivement des équipements laser ou des équipements ou des avions passage ou avec des pas trop coûteux, ben oui, il faut les abattre ces drones. Mais c'est un peu ridicule d'abattre un petit machin qui s'abattre dans un champ avec quelque chose que le contribuable a payé. La réponse a été trouvée. C'est les Ukrainiens qui la donnent. Oui. En fait, les Polonais sont allés en Ukraine parce qu'en fait, actuellement, il y a 2 armées qui savent utiliser et abattre les drones, sont les Russes et les Ukrainiens. Sont les meilleurs actuellement. C'est parce que ça fait 3 ans et demi qu'ils les utilisent, ça fait 2 ans. Vous savez, actuellement, il y a plus d'artillerie quasiment sur la guerre en Ukraine. Parce que 70%, 80% des pertes actuellement sur le front, c'est les drones. Vous avez un territoire qui est de 15 km où l'artillerie ne sert plus à rien parce qu'en fait, c'est un no man's land. Sergueï, et donc, ils sont allés aussi en Danemark. Comment expliquer ce contraste ? Vous dites, la France, on dit, il faut maintenir plus d'ambiguïté stratégique. On se dit quand même qu'on est engagé dans quelque chose de très sérieux. Et on parle d'abattre ou non des drones à 50 000 euros. Je veux dire, ça paraît très étrange. Ne rigolez pas. Oui, c'est un peu bizarre. Franchement, oui, avouons que c'est un peu bizarre parce qu'une puissance qui se fait respecter, elle ne laisse pas entrer dans son ciel. Il faut pas, surtout, le moins on parle et le plus on fait. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas parler. Un jour, tiens, il y a un avion qui a été abattu. Bah oui. Voilà, mais il faut avoir le moins on parle, le mieux on se porte.